Précédemment, dans Role Player. Au début des années 90, New York, c'est une nouvelle place forte dans la NBA. Les Knicks, emmenés par Ewing et Riley, ils enchaînent les saisons à succès, avec leur style robuste et leur penchant pour mettre des tatanes. Mais dès que t'as les playoffs qui arrivent, il y a toujours un couac, un grain de sable qui vient perturber la mécanique. On a parlé de tout ça dans la dernière vidéo. En 1994, ils trébuchent sur les Rockets en finale, et la question c'est maintenant de savoir s'ils arriveront enfin à franchir le dernier obstacle vers le titre NBA. Je sais que vous connaissez la réponse à cette question, mais on va la jouer crédule. J'invite les fans des Knicks à faire de même. La saison 94-95 pour les Knicks est censée être celle de la revanche, mais il va y avoir du retard à l'allumage. La défaite en finale la saison passée contre Houston, elle plane encore sur toutes les têtes. Il y a une sorte de gueule de bois après cet échec. Et en particulier pour John Starks, il n'a pas totalement récupéré de ses émotions. Il aura un stretch avec des pourcentages atroces, où les Knicks ils enchaînent les défaites. Il y aura d'ailleurs une embrouille entre Starks et Ewing sur leur sélection de shoot respective en début de saison. Riley y tranche et il répond que s'il y a bien un mec qui a rien à dire, c'est John. Pour sortir de ce trou, Starks il va décider de remater sa performance du match 7 des dernières finales, sorte de thérapie pour essayer d'exorciser ses démons. Et ça va marcher, après un départ très moyen de 12 victoires, 12 défaites, les Knicks et Starks ils vont progressivement reprendre des couleurs au cours de la saison. Mais le vrai enjeu cette année-là, il est peut-être pas forcément sur le terrain, il reste une année de contrat à Riley et le management des Knicks il commence à se dire qu'il faudrait le re-signer au plus vite. Riley c'est déjà l'entraîneur le mieux payé de la NBA à ce moment-là, et il se voit offrir une prolongation de contrat encore plus lucrative. Sauf que lui, il a autre chose en tête, l'argent c'est bien, mais il veut plus que ça, un départ dans l'équipe, un rôle d'actionnaire minoritaire en fait, et un rôle de directeur des opérations basket, et tout ça, ça peut potentiellement faire coincer les négociations. On revient sur le parquet, les Knicks finissent bien la saison, et certains se mettent en valeur, comme Anthony Mason, qui est récompensé du titre de meilleur sixième homme. Ah et si, il y a quelqu'un d'autre qui va se mettre en évidence au Garden. Et ouais, il est de retour, ça lui manquait de martyriser les Knicks. Pour son comeback au Garden, il plante 55 points, juste histoire de rappeler ses kills daron. Direction les playoffs 95, au deuxième tour, les Knicks ils tombent sur leurs grands amis, les Pacers de Reggie Miller, plus affûtés que jamais. Et dès le premier match, on va atteindre des sommets, alors d'excellence, mais de bêtises aussi. Il y a plus 6 pour les Knicks, à 18 secondes de la fin, ça va être l'heure de fermer la boutique, mais il reste un dernier client qui a pas dit son dernier mot. Miller for three, and he got it. Reggie Miller with a clutch tray, and it's 105-102. And a steal. Miller retreats to the three-point line and hits again. Tie game. Alors tout fan de NBA connaît ces images normalement, on les revoit chaque année quand il y a un affrontement en Knicks-Pacers. C'est une des séquences les plus marquantes de l'histoire de la ligue. Par contre, on oublie un peu la suite, toute l'incompréhension et le bordel qui ont suivi. Les Pacers ils font faute après le deuxième shoot de Reggie, mais pourquoi? Il y a égalité à 10 secondes de la fin, ça a aucun sens. Les Knicks ils sont dans le bonus et tu les envoies sur la ligne des lancers pour reprendre l'avantage. C'est Starks qui se pointe sur la ligne des lancers. J'ai déjà vu ce regard quelque part et ça sent pas bon. Last time, similar situation, Anthony with the offensive board. A make is okay for the Pacers. Starks misses. Batted around. Ewing has it. His shot no good. Reggie Miller the rebound and a foul with 7.5 seconds. Et les Knicks font faute juste après, alors que les Pacers sont aussi dans le bonus. Mais pourquoi? Il n'y a rien qui va depuis 2 minutes. Tout le monde est dénué de tout sens logique. Ouais, je crois que Riley, là, il remet clairement son existence en question. Reggie, lui, il se fait pas prier. Tu lui offres ça en fin de match, il va pas te faire de cadeau. Bon, il reste une possession, à -2 pour New York. Il y a peut-être encore quelque chose à sauver, mais Greg Anthony va s'en mêler les pinceaux. Game over, les Pacers, ils exultent, ils reviennent de nulle part, les mecs. C'est une victoire totalement inespérée vu le scénario. Reggie il a fait bugger tout le monde en fait. Il est rentré dans la tête des Knicks, et les Pacers ils vont garder ce momentum pour aller mener 3-1 dans la série. Il n'y a plus le droit à l'erreur pour New York, faudrait un sans faute pour passer maintenant. Ça nous donne un Game 5 sous haute tension, ça se joue dans un mouchoir de poche, les Knicks ils doivent attendre les dernières minutes pour créer un petit écart.
avec notamment un panier avec la faute de Mason qui va faire vibrer le Garden. À moins d'1 minute de la fin, il y a 5 points d'avance pour New York, mais les Pacers ils vont pas se poser de questions. Miller met à 3 et tout le monde s'attend à ce qu'ils prennent le prochain shoot. Et là, Byron Scott il sort de nulle part pour donner l'avantage à Indiana. Alors Miller, t'acceptes, t'as l'habitude, mais Byron Scott c'est totalement improbable. Le mec il avait pas mis un 3 points de tous les playoffs, et là il se la joue Punisher pour donner 1 point d'avance à Indiana, avec moins de 5 secondes à jouer. Ouais, ça sent le sapin pour New York. Tout le Garden retient son souffle, et c'est Patrick Ewing qui va une nouvelle fois enfiler le costume de sauveur. Les Knicks ils avaient un pied dans la tombe, mais son shoot victorieux il permet à son équipe de respirer à nouveau, et surtout remettre un peu de pression sur les Pacers. Et ils vont capitaliser sur ce succès, ils se pointent à Indiana toujours dos au mur, mais avec une confiance retrouvée, notamment Ewing qui plante 25 points avec 15 rebonds. Les Knicks égalisent à 3 partout et ils se donnent une chance de conclure la série à la maison. Rendez-vous est pris pour le match 7 le 21 mai 1995 au Garden. Les deux équipes elles se tiennent jusqu'au 3e quart-temps, le moment où Reggie Miller enclenche enfin la seconde et permet à Indiana de compter jusqu'à 15 points d'avance. Heureusement, Derek Harper il va avoir un coup de chaud pour calmer l'hémorragie, bien secondé par Starks, et les Knicks reviennent seulement à 5 longueurs au moment d'entamer le dernier quart. Ils vont même égaliser sur un 3 points de Hubert Davis, mais les Pacers sont solides, ils arrivent à reprendre un petit avantage tout le long du 4e. Ouais, l'ambiance est irrespirable, tout le monde est sur les nerfs, Spike Lee on le voit il est en surchauffe. On pense que la victoire s'éloigne pour New York, mais ils arrivent finalement à recoller à 2 petits points grâce à John Starks, qui balance un 3 points de la dernière chance. Il reste 5 secondes à jouer, balle pour New York, tout se joue maintenant. Si les Knicks ils veulent garder leurs espoirs de titre, faut pas se rater là. Inbounds to Ewing, down to 3, down to 2, Ewing, not over the head, and it's all over. The Indiana Pacers have defeated the New York Knicks 97-95 to take the series in 7. Ewing est trop court sur son lay-up, le type d'action qu'il a dû très rarement rater, c'est cruel pour le pivot des Knicks. Il assure sans cesse pour New York, mais il peine à concrétiser quand l'enjeu a son paroxysme. Les Pacers, eux, ils sont aux anges. Reggie, il arrive enfin à gravir le mont Knicks. Il est en transe et son équipe file en finale de conf. Petit aparté, si vous voulez plus de détails sur la rivalité New York-Indiana, allez checker l'excellent documentaire Winning Time que ESPN avait sorti il y a quelques années déjà. C'est jouissif, c'est un must pour tout fan de basket des années 90. En gros, ça te raconte l'historique Knicks Pacers, mais du point de vue de Reggie Miller, c'est jubilatoire. Au-delà de ce nouvel échec pour les Knicks, le fait marquant cette saison, c'est le dénouement du feuilleton Riley. It's my distinct pleasure and honor to introduce you to the new president and head coach of the Miami Heat, Pat Riley. Pat. Finalement, il décide de jeter l'éponge 1 an avant la fin de son contrat et il va même changer de crèmerie pour rejoindre le Heat de Miami qui va lui offrir tout ce qu'il demandait initialement, mais encore plus. Il en faut pas plus pour les fans de New York, Riley va passer du statut d'idole à celui de traître en un clin d'œil. I think that Riley really disappointed us in New York. We thought Riley was the perfect gentleman and he proved us wrong. He's a traitor. He went for the money, he went for the bucks. The Knicks don't need him though. I feel that the way he left, it was messed up. He should have stayed and, with his team, but he left and it's not the same without him, though. I think he should be in jail. Why? He didn't finish his contract with the Knicks. Cette annonce, elle fait l'effet d'une bombe, mais en fait, ce départ, il se préparait déjà en coulisses depuis un petit moment. Riley s'était renseigné sur Miami par un intermédiaire durant la saison précédente, et il avait même discuté avec le propriétaire du Heat, Mickey Harrison, au moment où les Knicks étaient allés jouer à Miami en février. Sa démission, il va l'envoyer via un fax au milieu de l'été. Ouais, on est dans les années 90, je rappelle. Et ça passe très mal au niveau du public, ça l'a fait passer pour le méchant dans l'histoire. Et ce discours, il a bien arrangé les dirigeants des Knicks à l'époque. On parlait plus de la supposée lâcheté de Riley, mais pas du fait que les dirigeants, ils ont pas fait le nécessaire pour le garder. Pour résumer, Miami a fait une offre à Riley que les Knicks n'étaient pas en mesure de faire, le choix était facile à partir de là. Avec le recul, c'est une décision qui a été comprise, mais sur le coup, c'était un coup de poignard dans le cœur des fans. Riley, c'était censé être le mec qui allait amener un titre aux Knicks, et finalement, il se barre au bout de 4 ans. Donc Riley out, le choc passé, faut trouver quelqu'un pour le remplacer, et les Knicks y pensent d'abord à Chuck Daly, qui va refuser le poste, et c'est dommage parce que l'ancien entraîneur des Pistons, il aurait été parfait pour prendre la suite. Au final, les dirigeants des Knicks, ils vont aller chercher du lourd avec Don Nelson, un gars qui faisait partie des grandes équipes des Celtics des années 60, dont gagner, il sait ce que c'est, et quelqu'un avec une carrière de coach jusque-là plutôt convaincante, avec des passages remarqués à Milwaukee et Golden State, sans grand fait d'armes en playoff, c'est vrai, mais un coach apprécié par les joueurs. À part Chris Webber, peut-être.
et avec un bilan qui faisait de lui un candidat légitime pour le poste. Bon, pour autant, ce recrutement, c'est un virage à 180 degrés. Nelson, il aborde une approche plus passive avec les joueurs. Il pensait qu'avec une équipe de vétérans, ça passerait, qu'il n'y avait pas besoin d'être constamment sur leur dos. Et en fait, le courant, il n'est pas du tout passé. Déjà, Starks peut pas le blairer, parce que Nelson, il préfère faire jouer Hubert Davis à sa place. Ewing trouve qu'il touche moins le ballon. Nelson, il change de playbook comme de chemise. Il commence à se faire huer par les fans du Garden. Les soucis de vestiaire se retrouvent dans la presse. Et puis Oakley est blessé une grande partie de la saison, donc niveau cohésion, ça part en vrille. Le seul qui devrait être content dans ce marasme, c'est Anthony Mason. Il voit son rôle prendre plus d'importance, il joue beaucoup, au point d'avoir le plus grand temps de jeu de la NBA derrière Jordan. Mais ça lui suffit pas. À la suite d'un match où il a joué seulement 38 minutes, Mason il va péter un plomb, et il va se rendre dans le bureau de Nelson, il va lui laisser une note sur son bureau, il va juste le menacer de mort. If you fucking take me out of the game again, I'll kill you. Mais ce qui va sceller le sort de Nelson, c'est qu'il va essayer d'échanger Ewing sans qu'il le sache. T'avais Shaquille O'Neal qui approchait de la fin de son contrat au Magic, et Don, il aurait bien kiffé switcher les deux intérieurs, sauf que quand Ewing il l'a appris, ça a été la goutte de trop. Nelson sera viré après une 50aine de matchs seulement, mais au moment d'évoquer son licenciement, il va montrer une sagesse et une honnêteté assez rares pour être soulignées. I was the wrong guy for the job. I know you've said that already. I've read it. I don't disagree with that. I feel very, very sorry. I always believe that the players are doing their best for me. When they were having bad times and they weren't playing well, wish there was some way I could have gotten that passion back in them and maybe done a better job there. I don't think my communication skills were good enough. La classe. Il en profite aussi d'ailleurs pour mettre les points sur les i concernant John Starks. Et bordel, il connaissait pas la langue de bois, ce bon vieux Don. About John Starks is that Hubert Davis is a better player. That's cut and dried. I know it. You know it. The players know it. The fact that I said it wasn't a derogatory statement. It's just a truthful statement. There isn't anything I didn't like about New York except the team. I thought the team was old and needed change. I tried to change it philosophically and it didn't work. The next change was to change some of the older players over the next 3 years, as I've mentioned. And I thought that's going to automatically happen. Alors là, il met le doigt sur quelque chose, l'équipe elle est vieillissante et le changement se fait ressentir, sauf que ça se fera pas avec lui. Le livre il met en avant le côté avant-gardiste de Nelson. Utiliser un point forward comme Mason, faire des entraînements plus light pour une team de vétérans, varier l'attaque et reposer moins sur le post-up, mettre Stark sur le banc et échanger un pivot vieillissant pour une jeune star. Pour rappel, la méthode Nelson, elle marchera dans d'autres contextes, notamment avec les Mavericks de Nowitzki ou les Warriors de Baron Davis. Ah, et pour finir, Nelson en place une sur son remplaçant. It's a very difficult team to coach. It would have been for me or anybody else coming in here. And actually, the best guy that's got the best chance is Van Gundy. You got him in the saddle now, and he's going to do it the way that they did it before, and I think that's the best way. Et ouais, les Knicks sont pas allés bien loin pour trouver leur nouveau coach, ce sera Jeff Van Gundy, assistant de longue date sur les ordres de Riley. Alors Van Gundy, gros bosseur, passionné, loyal, prêt à se sacrifier pour ses joueurs, et une philosophie qui renoue avec la méthode Riley, back to basics, défense, entraînement intensif, et à rallonge, on se ménage pas. Ouais, il se met la pression de ouf, il compte pas ses heures, c'est un acharné de travail. Bref, le fit, il passe beaucoup mieux avec les joueurs, c'est plus facile, il n'y a pas d'adaptation à avoir, le mec est déjà dans le staff depuis des années, et c'est ce qui a marché avec ce groupe dans le passé. Les Knicks, ils termineront la saison avec un bilan de 47 victoires pour 35 défaites, saison moyenne, en même temps avec les turbulences qu'il y a eu pendant l'année, ça aurait pu être pire. En play-off, ils atteignent le second tour, et là, on va pas s'attarder, défaite 4-1, net, sans bavure, next. Un mot d'ordre avant d'aborder cette nouvelle saison, rajeunissement. C'est dans cet état d'esprit que New York va organiser des workouts pré-draft avec Kobe Bryant et Jermaine O'Neal pendant l'été, et ils ont vraiment espéré pouvoir en avoir un des deux à la draft, sachant qu'ils avaient 3 picks en milieu fin de premier tour. Bon, Kobe il finit 13e, mais O'Neal il arrive au 17e choix, à un pick près, il aurait pu tomber à New York, et tu te dis c'est con parce qu'ils auraient pu assurer l'après-Ewing. Cet été-là, t'as aussi une rumeur Jordan à New York qui pointe le bout de son nez, mais qui va très vite se dégonfler. En fait, son agent, il a juste utilisé les Knicks pour faire monter les enchères et signer le jackpot avec les Bulls. Au final, il y aura 3 arrivées notables. Chris Childs, qui vient des New Jersey Nets, meneur pas flashy, mais solide, qui deviendra le meilleur ami de Kobe Bryant quelques années plus tard. Ouais, le mec avait pas peur.
Le shooter Alan Houston en provenance de Détroit, très bonne acquisition pour le coup, parce que c'est un attaquant fiable, un mec régulier, sérieux, qui va pouvoir soulager Ewing au scoring. D'ailleurs, les anciens coéquipiers de Houston chez les Pistons, ils avaient tellement le seum qu'il soit barré aux Knicks, qu'ils sont pas allés à son mariage cet été-là. Et enfin, Larry Johnson, alors là on est sur du gros calibre, hein, double All-Star avec les Hornets, joueur spectaculaire, quelques problèmes de dos, mais une présence inside qui se fait toujours sentir. Bref, ces moves, ils arrivent à point nommé, hein, parce que c'est des joueurs qui vont avoir un impact immédiat, mais qui préparent aussi le futur. Bon, l'arrivée de Johnson, elle a un prix, hein. Anthony Mason est envoyé à Charlotte en échange, au désarroi des fans des Knicks, mais sûrement un mal pour un bien pour l'équipe. On était arrivé à la fin d'un cycle un peu... un stade où certains de ses coéquipiers ne pouvaient plus le saquer, dont Ewing notamment. Tous ces changements ils vont être bénéfiques, ça change de l'ambiance nauséabonde qui transpirait l'année d'avant, il y a une vraie camaraderie qui s'installe, Larry Johnson il a beaucoup aidé, avec son caractère jovial et son sens du collectif, et surtout sa capacité à sacrifier ses stats pour le bien de l'équipe. Le mec il prend 2 fois moins de tirs qu'à Charlotte, et il s'acclimate parfaitement à son nouveau rôle. Même John Starks qui faisait la gueule un an avant, il a pas eu de mal à laisser sa place dans le 5 de départ à Alan Houston, et il sera récompensé du titre de meilleur 6e homme de la ligue. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes, bilan de 57 victoires, 25 défaites. Les Knicks, c'est de nouveau des candidats sérieux, ils sont sereins, sûrs de leur force, au moment de commencer les playoffs 97. Ironie du destin, au premier tour, ils font face aux Hornets de leur ancien pote, Anthony Mason, avide de revanche et motivé pour montrer aux Knicks qu'ils ont eu tort de se séparer de lui. Mais c'est bien les nouvelles recrues des Knicks qui vont faire la différence. Alan Houston au match 1, Chris Childs au match 2, et enfin Larry Johnson qui va prendre le meilleur sur l'ancienne idole du Garden, avec en bouquet final le tir qui va enterrer les espoirs de Charlotte au match 3. New York s'impose 3-0 et file facilement en demi-finale de conf. Et au tour suivant, c'était inévitable, New York tombe sur une autre vieille connaissance, le traître en personne, Pat Riley, et son nouveau jouet, le Miami Heat, une copie conforme de ce qu'il avait construit à New York, une équipe défensive et physique, articulée autour d'un pivot dominant, ici en l'occurrence c'est Alonzo Mourning, qui est un peu l'élève spirituel de Ewing, hein. Les deux sont très proches d'ailleurs, c'est des potes, ils viennent de la même fac en fait, à Georgetown. Pour la petite histoire, New York, ils avaient essayé d'attirer Mourning la saison précédente, alors principalement parce que c'est un très bon joueur, hein, mais aussi juste pour faire chier Riley et éviter qu'il renforce son équipe. Et le sous-texte de cet affrontement, il s'arrête pas là. Cette série, c'est aussi Riley face à son ancien padawan, Van Gundy, à qui il a un peu tout appris, hein. En plus, le frère de Van Gundy, Stan, il est assistant de Riley au Heat. Ah, ça devait donner des repas de famille sympas. T'ajoutes à ça l'affrontement Mourning-Larry Johnson, deux mecs qui formaient un tandem prometteur à Charlotte, mais qui se sont pris le bec depuis et qui peuvent plus trop se blairer. Affaire à suivre. Bref, ce duel, il a tous les ingrédients pour être intense, la hype elle est justifiée, hein. Alors les amateurs de beaux jeux, ils peuvent passer leur chemin, mais si tu veux du drame et de la sueur de coude, t'es tombé à la bonne adresse. Alors forcément, l'expérience est du côté des Knicks, hein, c'est pas leur premier rodéo, les playoffs c'est la routine à stade pour eux, et ils vont prendre logiquement l'avantage 3-1, Miami semble encore trop juste, et un peu tendre pour prétendre à rivaliser. Le matin du match 5, Riley il est hors de lui, il est en train de se faire démonter par son ancienne équipe, et forcément ça a tendance à le mettre en rogne. Il va utiliser un de ses speeches de guerrier dont il a le secret pour remettre ses joueurs en place, et parmi eux il y en a un qui a l'air particulièrement réceptif, c'est PJ Brown. Mec très sympa au demeurant. Le soir du match, Miami retrouve des couleurs, le message de Riley est passé, hein, ses joueurs font le taf, ils prennent même le large dans le dernier quart-temps, mais déjà la tension monte d'un cran, t'as Oakley qui se chamaille avec Mourning et qui se fait dégager par les arbitres, rien d'inhabituel. Quelques instants plus tard, et alors qu'il reste que 2 minutes à jouer, le Heat mène 89-74, t'as Tim Hardaway qui est sur la ligne des lancers, tu te dis c'est dans la poche, hein, tu te dis que tout le monde a déjà la tête au prochain match. Ah bah non, pas tout le monde visiblement, PJ Brown fait faire la toupie à Charlie Ward qui apprécie pas des masses, on dirait un daron qui apprend à son gosse à faire la roue. Il y a du grabuge, ça se frite dans tous les sens, et on se doute que les deux initiateurs de la mêlée, ils vont se faire suspendre. Sauf que ça va pas s'arrêter là. Vous vous souvenez la bagarre de 94 avec les Bulls, il y avait eu des conséquences, hein, en cas de bagarre générale, maintenant si tu quittes le banc, t'es suspendu. Et les Knicks ils vont être victimes de ce qu'ils ont semé des années plus tôt, puisque la majorité du banc de New York est partie à l'abordage pour se faire justice, ils vont se retrouver dans la merde. La sanction elle va tomber quelques heures après le match, il y aura 5 joueurs suspendus chez les Knicks, dont Starks, Houston, Johnson et Ewing. Ouch. Bon, ils vont rater le match 6, c'est con, mais ils seront de retour pour le match 7. Et non, vu que les Knicks n'ont pas assez de joueurs sur la feuille de match, les suspensions elles seront étalées sur les 2 prochains matchs. 3 mecs manqueront le match 6, et 2 rateront le match 7. Alors toute la ville de New York est scandalisée, hein. Juridiquement les Knicks ils vont tout faire pour annuler cette décision qui est dévastatrice pour leurs ambitions de titre, mais sans succès. Ils se sentent persécutés les Knicks, hein. Alors c'est un peu des pleureuses,
Il y a plein de moments dans le bouquin où ils viennent chouiner dans les bureaux de la NBA par rapport à des suspensions, des changements de règles. Mais c'est des problèmes qui sont un peu créés eux-mêmes. Ouais, fallait pas rêver, hein. Ton jeu qui ressemble à de la MMA, bah, c'est moins vendeur que les dunks de Jordan pour la ligue. Et Stern, son but, c'est de proposer un programme tout public. Et avec les Knicks, on frôle souvent le interdit au moins de 16. Et en même temps, je les comprends, les Knicks, leur façon de jouer, là, à la dure, ça plaît peut-être pas à tout le monde, mais c'était leur seule façon de gagner. Ces suspensions, elles vont tuer les Knicks, hein. Ils s'inclineront sur les 2 matchs suivants, et encore aujourd'hui, on peut spéculer sur ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas eu ce retournement de situation, parce que t'as beaucoup de gens qui pensent qu'après 94 et la finale perdue, c'était sans doute leur meilleure opportunité pour aller au bout cette année-là. Ils étaient en bonne santé, tout le monde tirait dans le même sens, le 109 recruté en début de saison, il avait porté ses fruits, mais quand ça veut pas... Grosse année galère, Ewing se pète le poignet au bout d'une 30aine de matchs, il rate presque toute la saison, alors il commence vraiment à lutter à partir de là, hein, ça sent un peu le déclin. En même temps, il est plus tout jeune le gaillard, hein, il arrive déjà sur ses 35 ans. Pas vieux, 35 ans. Les Knicks, ils vont ramer toute l'année sans leur leader, hein, ils finissent avec un bilan pourri comparé aux années précédentes, 43 victoires, 39 défaites. Ils se qualifient pour les playoffs, mais sans se faire de grandes illusions, puisqu'ils vont tomber de nouveau sur ce mec-là. Non, je déconne, hein. C'est fini, ils arrivent à choper la 7ème place au dernier moment, et ils tombent sur leur meilleur ennemi, le hit de Riley. Bah ouais, forcément. Et là, ça change tout. Pourquoi ? Faut jamais sous-estimer le pouvoir de la haine. Sortez le popcorn, on a droit à un round 2, les Knicks, même sans Ewing, ils se transcendent, ils sont animés par un esprit de vengeance complètement légitime, et ils sont partis pour accrocher un match 5 décisif. On est à la fin du match 4, à New York, les Knicks se dirigent vers la victoire. Tim Hardaway il lance une prière pour réduire l'écart, mais encore une fois, c'est pas le basket qui va ressortir grandi de cette série. On a un bis repetita de la saison passée. Cette fois, c'est Mourning et Johnson qui se crêpent le chignon. Une animosité qui date pas d'hier et qui ressort au plus mauvais moment. Les deux, ils nous font un remake de Tyson versus Holyfield. Beaucoup moins convaincant, hein, faut le dire. D'ailleurs, Doc Rivers, devenu consultant entre-temps, il s'y trompe pas. Fortunately for these guys, they are both awful fighters. L'autre highlight de ce fight, c'est Jeff Van Gundy qui s'accroche à la jambe de Mourning telle une sangsue au risque de se faire piétiner. Le mec est aussi timbré que Riley, hein, mais surtout tu comprends pourquoi ces joueurs ils fonceraient dans un mur pour lui. Putain, il est possédé, c'est génial. Forcément, après tout ça, Mourning et Johnson seront suspendus, mais cette fois, ça fera le jeu des Knicks qui remporte facilement le 5e match à Miami et file en demi-finale de conférence. Au tour suivant, c'est encore une fois Indiana qui se présente. Les Pacers, ils ont changé de statut depuis le milieu des années 90. C'est Larry Bird qui est aux manettes maintenant. Et ils sont clairement favoris pour ce nouvel affrontement. Ils vont remporter les 2 premiers matchs de la série. Ewing fait un comeback désespéré après des mois d'absence pour tenter d'aider les Knicks. Il les aide à remporter le match 3. Et New York pensera même égaliser le lendemain. On est au match 4. John Starks commence par s'essuyer le coude sur Reggie Miller. Classique. New York va faire la course en tête dans le dernier quart-temps, il compte 3 points d'avance à 20 secondes de la fin, mais comme d'hab, Reggie va sortir de sa boîte pour égaliser. Derrière les Pacers, ils gagneront en prolongation et finiront le boulot à domicile. Défaite 4-1, mais je pense que l'essentiel est autre part. Battre Miami cette année-là, ça reste un très bon lot de consolation. On arrive au passage du livre qui personnellement m'intéressait pas mal, la saison du lockout en 99. Le lockout, c'est la grève des joueurs qui avait repoussé le début de la saison. C'est la première saison NBA que j'ai suivie en direct à l'époque, c'est un peu vieux, et j'ai été comblé niveau anecdote pour une équipe qui est restée, je pense, dans le cœur de pas mal de gens. Ernie Grunfeld, le general manager new-yorkais, il continue son travail de reconstruction, il pense que les Knicks ils ont encore besoin de mettre leur roster à jour, et il va tenter 2 coups de poker. Il se sépare de 2 idoles absolues, les vaches sacrées John Starks et Charles Oakley sont prêts de faire leur bagage. La fin d'une époque, Oakley file aux Raptors, tandis que Starks il est expédié aux Warriors. Photoshop. En échange, les Knicks ils récupèrent Marcus Camby, un jeune pivot plein de potentiel, mais peut-être pas encore prêt pour les spotlights de la Big Apple, et Latrell Sprewell, un mec qui a étranglé son coach un an auparavant. Profil parfait, je signe. Ouais, je rigole, mais pour le coup, Sprewell c'est vraiment une bonne affaire, c'est un joueur explosif, scoreur, il se cache pas en défense, on sait juste pas trop dans quel état il est après avoir purgé une suspension d'1 an. Donc Dave Checketts, le boss, le président des Knicks, il va vouloir tâter le terrain avec le joueur avant de prendre une décision trop hâtive. Checketts et Sprewell, ils vont discuter du fameux incident qui était arrivé 1 an avant, pour s'assurer que Sprewell prend bien ses calmants. Mais il revient aussi sur une autre polémique, il y a quelques années, la fille de Sprewell s'était fait attaquer par leur pitbull, et Sprewell l'avait déclaré publiquement que c'est des choses qui arrivent, ce qui avait provoqué un tollé dans la presse, donc Checketts il voulait clarifier les choses par rapport à ça.
Et c'est un beau passage du livre. Sprewell, il explique que la citation avait été sortie de son contexte, qu'il avait juste dit ça pour qu'on le laisse tranquille en fait, mais que bien sûr, il avait été horrifié et traumatisé par cet événement. S'ensuit une longue conversation entre Checketts et la fille de Sprewell, qui va rassurer le boss des Knicks et valider l'arrivée de Sprewell à New York. Alors cette saison 99, ça va être une année en mode montagne russe pour New York, entre les blessures récurrentes, le manque d'alchimie dans l'équipe, les débuts compliqués de Marcus Camby, Sprewell qui se plaint assez vite de son rôle de 6e homme, et puis surtout t'as des grosses tensions en interne, notamment entre Jeff Van Gundy et Ernie Grunfeld. Ouais, parce que Grunfeld, avant la saison, il a un peu imposé ses choix à Van Gundy, et ce dernier, il n'était pas forcément fan des mouvements qui ont été faits, notamment l'arrivée de Camby. Et les mauvais résultats du début de saison, ils vont fragiliser la place des deux dans l'organigramme de l'équipe, ils vont constamment se renvoyer la faute. Pour l'un, c'est le recrutement qui a fait défaut, pour l'autre, Van Gundy est plus l'homme de la situation. Et ça, c'est le moment où on entend parler pour la première fois de James Dolan dans le livre. James Dolan, c'est le nouveau proprio des Knicks depuis 97. Il est toujours en place à l'heure actuelle, et pendant longtemps, ça a été l'homme le plus détesté de la ville. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est les 20 années qui suivent. Ouais, ça pourrait être le sujet d'une vidéo aussi. En 99, il donne un ultimatum à Dave Checketts. Il doit virer soit Van Gundy, soit Grunfeld. Sauf que malgré le marasme dans lequel les Knicks sont plongés cette saison-là, les joueurs ne veulent pas lâcher Van Gundy. Et ils le font savoir, même Ewing dira qu'il considère Van Gundy comme un meilleur coach que Pat Riley. Beau compliment. Dolan va trancher, c'est Grunfeld qui doit dégager, et forcément, c'est pas lui qui s'en charge, il laisse ça à Checketts. Donc Grunfeld se fait virer, mais pas pour les raisons qu'on pense. En fait, la femme de Grunfeld, elle irritait Dolan, il avait marre de la voir squatter au Madison Square Garden, et il disait qu'il se prenait pour la star du coin, quoi. Donc du coup, il va virer son mari. Voilà comment ça commence, quand l'exécutif prend le pas sur le sportif. Avant, la direction, elle interférait pas, mais ça, c'était avant. À quelques matchs des playoffs, les Knicks, ils sont pas sûrs de se qualifier, et t'as beaucoup de joueurs qui jouent leur place. Johnson, il a des casseroles au cul, alors c'est plus du côté perso, mais quand même. Van Gundy, sa vie de coach des Knicks, elle tient à un fil. L'expérience Camby, elle est pas loin de tourner au fiasco. Et en plus de la pression sportive, t'as une pression comptable aussi. Les Knicks qui font pas les playoffs, c'est des millions de dollars qui partent en fumée. Et ça, Dolan, il le rappelle aux joueurs aussi. Au final, ils arriveront à sauver les miches, ils se qualifient in extremis pour les playoffs, et ils tombent une nouvelle fois sur Riley et sa bande. Ouais, il y a un petit côté jour de la marmotte chez les Knicks. Ils aiment bien recroiser sans arrêt les mêmes adversaires, pour notre plus grand plaisir. Comme l'année précédente, New York est pas hyper serein avant de commencer les playoffs, mais ils ont peut-être moins de pression aussi, parce qu'à ce stade-là, on n'attend pas grand-chose d'eux, ce qui n'est pas le cas de Miami. Ils sont super favoris, il n'y a pas photo, premier à l'Est, à l'issue de la saison. C'est une équipe beaucoup plus stable. Morning, il fait une saison de MVP. Il n'y a pas de raison qu'il trébuche sur le cadavre des Knicks. Je disais quoi avant sur le pouvoir de la haine ? En vrai, le Heat, c'est le meilleur match-up pour New York. C'est une équipe qu'ils connaissent par cœur. Et dès le premier match, ils mettent une rouste à Miami. D'ailleurs, ce sera le thème de la série. Au bout de 4 manches, il n'y a aucun match serré. Il y a 2-2. On a encore droit à un 5e match décisif à Miami. Et là, par contre, niveau suspense, on va être servi, parce que ça va se jouer dans les dernières secondes. 77-76 pour Miami. Sprewell vole le ballon à Tim Hardaway pour donner une dernière possession aux Knicks. Il reste 4 secondes à jouer. Balle pour New York. Van Gundy calls a play a triangle. That usually means something for Ewing out in Houston. Houston ducks under. Got it! With 8-10 left. Alan Houston sort un flotteur qui terrasse le Heat. New York réussit un exploit retentissant. Deuxième équipe de l'histoire seulement à ce moment-là à remporter une série de playoffs en étant 8e de leur conférence. Contre toute attente, ils sortent une équipe calibrée pour le titre. Il y a de quoi fanfaronner. Au tour suivant, New York écrase Atlanta 4-0, un sweep net sans bavure. Ils démolissent vraiment les Hawks, il n'y a pas match. Les Knicks sont en mission et le public du Garden, il va rendre hommage à son coach, tant décrié il y a encore quelques semaines. Là, c'est bon, il a définitivement sauvé sa place et il reçoit des louanges plus que méritées. Right now, there's a chant here at the Garden. Jeff Van Gundy is what the fans are chanting. A wonderful moment for Jeff Van Gundy. The fans certainly have appreciated the hard work he's put in to turn this team around. En finale de conf, les Knicks allaient forcément retrouver Reggie et les Pacers, qui paraissent mieux armés. Ils sont invaincus sur les playoffs. Et encore une fois, New York va commencer de la meilleure des manières. Ils prennent le match 1 à Indiana et ils seront pas loin de choper le deuxième. Ewing a la balle pour égaliser au buzzer, mais il manque la cible. Et ça le fout hors de lui. Déjà parce que c'était une occasion en or, mais surtout parce que c'est la dernière fois qu'il tentera d'aider ses coéquipiers. On apprend qu'il est blessé au tendon d'Achille et il sera out pour le restant des playoffs. Gros coup dur pour les Knicks qui perd son capitaine aux portes de la finale.
et cruel pour Ewing qui devra assister impuissant au reste de l'aventure. Mais à ce moment-là, le destin est avec New York, et surtout tout le monde élève son niveau de jeu pour pallier l'absence du numéro 33, à commencer par Larry Johnson qui est possédé pendant le match 3, il shoot de n'importe où sur le parquet et ça fait filoche, jusqu'à l'apogée. En fin de match, les Knicks sont menés de 3 points, et il va sortir une action qui fait encore trembler les murs du Madison Square Garden aujourd'hui. To put him on the line. Ward had it tipped. Johnson made a good catch. Johnson is fouled and hit. Trois points avec la faute, ils convertissent son lancer franc derrière, les Knicks gagnent, le Garden est en fusion. Larry Johnson a droit à son moment de gloire et rentre dans la légende du Garden. Le public fête ça comme un titre, hein. Enfin la chance semble sourire à New York et on sent que cette équipe, elle a un petit truc en plus. Plus rien semble pouvoir arrêter les Knicks, même Marcus Camby se joint à la fête, il marche sur l'eau pour finir la série, il prend complètement de court les Pacers avec sa vitesse et son jeu athlétique. Et enfin Allen Houston enfonce le dernier clou sur le cercueil des Pacers pour permettre à New York de remporter la série. À la surprise générale, les Knicks se qualifient en finale NBA au bout d'un run totalement improbable. S'il y a bien une année où personne mettait une pièce sur eux, c'était celle-ci. Mais voilà, c'est un groupe qui s'est forgé dans l'adversité. Mentalement, ils ont répondu présent à chaque défi et avec la manière. Van Gundy et ses joueurs ont fait mentir tous les pronostics et New York devient la première équipe de l'histoire de la NBA à aller en finale en ayant fini au 8e spot de sa conférence. Pour les finales NBA, New York tombe sur une machine bien huilée, les Spurs de San Antonio, et si le cœur laisse penser qu'un énième exploit est dans les tuyaux, la raison va vite les rattraper. Alors pas de choke, pas de scandale ou de fait de jeu, les Spurs ils sont juste beaucoup trop forts cette année-là, hein. Tim Duncan il est indéfendable, il détruit littéralement les intérieurs de New York. En face, Sprewell essaie tant bien que mal de porter les siens, mais ce sera pas assez. Et puis les Knicks sont sur les rotules, hein. Et même si c'est le plus grand regret de Ewing de ne pas avoir joué cette finale, sincèrement, il n'aurait rien changé au résultat. Score final 4-1, les Spurs, comme Houston 5 ans avant, remportent leur premier titre, mais contrairement à la dernière fois, il n'y a pas de goût amer à avoir pour New York, hein. Avec les armes qu'ils avaient, ils ont dépassé toutes les attentes. 1999, ça reste à ce jour la dernière fois que New York est arrivé en finale NBA, avec un noyau de joueurs qui fera encore illusion sur une année ou deux, avant les années sombres, hein, les tréfonds, le gouffre sans fin qui sera proposé aux New-Yorkais pendant plus de 20 ans. Chouette bouquin, tu sens la passion de l'auteur, l'immersion est totale, hein, t'as eu un gros boulot de recherche, c'est un vrai nid à anecdotes. Chris Herring, c'était un mec qui a bossé pour ESPN et Sports Illustrated, donc tu vois un peu le style journaliste, mais le taf est vraiment bien foutu, hein. Alors c'est un must pour tout fan des Knicks, hein, mais aussi les personnes qui ont connu le basket dans les années 90, parce que ça joue la carte de la nostalgie à fond. Mais je pense que ça peut quand même s'adresser aux novices aussi, parce que le livre il arrive assez bien à contextualiser l'histoire. S'il y a une citation à retenir qui résume peut-être le mieux le livre et les Knicks des années 90, c'est sûrement celle de Greg Anthony. Fallait soit gagner le match, soit gagner la baston. Et c'est ce que je retiens, hein. Baston, mais drama aussi, hein. Le nombre de séries en 7 matchs que les Knicks ont joué sur cette période, c'est hallucinant. Et toujours contre les mêmes adversaires, hein, le trio Bulls, Pacers, Heat. C'était aussi addictif qu'une série télé du type 24 heures ou Game of Thrones. En fait, il se passait toujours quelque chose avec les Knicks. Une fin de match au couteau, un retournement de situation impossible, des désillusions énormes, de la castagne, c'était passionnant. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que le livre il glorifie cette période, mais sans pour autant laisser de côté les parties sombres. Ça démystifie un peu certains joueurs. Je rentre pas dans le détail, mais t'as pas mal de faits divers liés à l'équipe qui sont relatés. Et puis le portrait de Riley, honnêtement, il est pas super flatteur non plus, hein. Le mec, c'était un allumé. Et c'est quand même lui, je pense un peu plus que Ewing, qui était la tête d'affiche des Knicks. Et c'est rare en NBA, hein, qui a tendance à surtout mettre en avant les joueurs. Après Riley, au-delà d'être un grand coach, faut reconnaître qu'il avait un truc, hein, une certaine prestance. Le mec a la classe, ça s'invente pas. Et pour finir sur Riley, il y a quand même cet énorme what if. Est-ce que l'histoire aurait été différente s'il était resté à New York? Alors, ses titres à Miami, ils parlent pour lui, mais dur de prédire si le combo Dolan-Riley aurait fonctionné. Sinon, côté joueur, celui qui ressort le plus pour moi, c'est Anthony Mason. Le livre, il tire un portrait sans filtre de Mace. Avec lui, on était toujours sur la corde raide, hein, moitié ange, moitié démon. Le mec était attachant,
Il a ce côté grand enfant, mais assez borderline aussi. Il a des histoires hors terrain qui sont assez folklore, des démêlés avec la police, on te raconte ses virées dans les rues de New York, et au menu c'était baston dans les bars, conduite en état d'ivresse, et j'en passe. Il brûlait la vie par les deux bouts, quoi. Il faisait un peu penser à Rodman par cet aspect, il pouvait faire la fête jusqu'à pas d'heure et être le plus performant à l'entraînement le lendemain. Ouais, lui et Oakley, ils ont eu de la chance qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, hein, parce que putain ça y allait. Donc Mace, personnage haut en couleur, ce qui n'était pas le cas de Ewing par contre. C'est quelqu'un à qui on a toujours un peu collé une sale réputation à une époque, c'était pas toujours de sa faute d'ailleurs. Hein. Il avait une image assez terne, quelqu'un de casanier, un peu un loup solitaire. On lui reprochait souvent de pas signer d'autographe aussi. Et à partir de 94, entre la finale ratée, le lay-up manqué en 95, les blessures, son rôle de président du syndicat des joueurs aussi pendant le lockout de 99, qui lui a fait pas mal de tort, tout ça cumulé fait que Ewing n'a pas forcément été apprécié à sa juste valeur, mais je pense qu'avec le recul, il est beaucoup plus respecté aujourd'hui qu'il l'était quand il jouait. Parce que ouais, il est jamais allé au bout, mais le gars il a littéralement tout donné pour cette ville, hein, et pendant 15 ans. Et puis c'était une bête de travail aussi, hein. On sort toujours le cliché premier à la salle pour les gros bosseurs, mais le gars c'était un acharné, et surtout il a mis sa santé dans la balance pour cette équipe, à de nombreuses reprises. Et puis il faut dire tout ça avec pas beaucoup de talent offensif autour de lui, hein. Et quand il a enfin eu des scoreurs fiables comme Houston et Sprewell, il était déjà trop vieux malheureusement. Justement, l'après Ewing et les 20 années qui suivent, elles sont un peu teasées par l'auteur à la fin du bouquin, avec l'arrivée de James Dolan aux manettes, et ça renforce le statut culte que les Knicks des années 90, ils ont aujourd'hui à New York. La ville, elle a été tellement misérable en termes de résultats avec la gestion catastrophique de Dolan les 20 dernières années, que la période Ewing, même sans titre à la clé, elle est vue comme une époque bénie. Pour revenir à l'actualité, on a enfin l'impression que les Knicks ils sont de retour au premier plan, mais pour autant l'histoire elle se répète avec les dernières éliminations en play-off contre Miami et Indiana. Et puis surtout avec ce moment surnaturel à la fin du match 1 contre les Pacers cette année. He'll take it. He'll backpedal a three for the win. And goal! He got it! Haliburton, il ressort exactement le même geste que Reggie Miller 30 ans auparavant. Et le plus dingue, c'est que c'est Reggie lui-même qui commande cette action pour la télé américaine. Les fans des Knicks, ils doivent se taper son rire machiavélique en réaction, comme si leur souffrance, elle devait être éternelle. Alors, est-ce que New York est maudit? Est-ce que le même destin attend la génération Bronson? L'avenir le dira, mais en tout cas, s'il y a bien une fanbase qui mérite de retrouver les sommets, c'est celle des Knicks.